Peut-on trouver en 2025 des municipalités qui accueillent bien volontiers des camping-caristes et des véhicules aménagés? La réponse est clairement hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo. Je profite de ce joli petit coin de nature pour vous parler du road trip que j'ai effectué cet été en France avec Manouka bien évidemment et puis avec ma douce aussi. On a fait tout de même plus de 3000 km et traversé une quinzaine de départements. Mais je vais aborder aussi dans cette vidéo de nombreux autres sujets, notamment le comportement de Manouka avec son moteur nouvellement rectifié. Mais pour faire honneur à mon petit côté chat noir, bien évidemment tout ne s'est pas passé comme prévu et j'ai eu une alerte notamment assez sévère en début de road trip et puis une un petit peu plus légère à la fin du road trip. Mais j'ai eu à gérer aussi quelques petits déboires qui étaient liés cette fois-ci à certains équipements à l'intérieur du van. J'aimerais aussi partager avec vous mon expérience des bivouacs en pleine nature. Bref, je vais répondre à ma manière à la question, est-il toujours possible de trouver des spots bivouac nature en France? Mais pas que, parce qu'on a aussi passé quelques nuits dans des campings nature vraiment magnifiques. Et aussi, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais des aires de camping-car qui très franchement m'ont très agréablement surpris. Et je vais vous partager aussi ma modeste expérience de la canicule avec un toit relevable et une protection thermique. J'aborderai aussi mes futurs projets de la rentrée et les vidéos à venir sur la chaîne. Je n'oublierai pas non plus de vous envoyer un grand merci pour ce nouveau millier d'abonnés qui vient d'être franchi sur la chaîne. Mais cette vidéo est aussi l'occasion de redire, s'il en était besoin, que la France est décidément un pays magnifique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je partagerai quelques clichés avec vous et certains de mes coups de cœur de l'été. Et allez hop, vamos a contar! On va commencer par évacuer le sujet qui fâche, à savoir les soucis mécaniques sur le van. Si on se rafraîchit un petit peu la mémoire, j'ai récupéré Manouka fin juillet avec un moteur rectifié, culasse et bloc moteur à 96 000 km. Mais je vais en faire une vidéo dédiée parce que franchement il y aurait tellement de choses à dire, ça a encore été une histoire de fou. Vraiment beaucoup de choses à dire, notamment des conseils de professionnels pour faire en sorte que cette mésaventure ne vous arrive jamais. Quelques jours et 307 km plus tard, c'est précis. Voyant moteur, fuite de liquide sur la route, assistance, rapatriement et tutti quanti. Alors là, franchement, je vais vous dire, en termes d'assistance rapatriement, je suis au top. Je sais pas, faudrait que je compte combien de fois ça m'est arrivé en moins de 10 mois. Je vais presque finir par vous dire, c'est limite la routine. Je vais me répéter, mais je vais bientôt me transformer en moine bouddhiste. Je préfère en rire. Cette fois-ci, j'ai été pris en charge par un petit garagiste du réseau. Suspense, du réseau. Ding, ding, ding. Du réseau Peugeot. Et vous savez quoi? Courtois, sympa, professionnel. Et combien j'ai payé pour cette réparation? 0 €. De la science-fiction. Plus de peur que de mal finalement, il s'agissait d'une fuite de gasoil suite à une mauvaise reconnexion de durite après la réinstallation du moteur. Immobilisation une semaine. Bon, bien évidemment, quand ce type d'événement stressant arrive, je n'ai pas une dashcam pour filmer ma tête, mais on imagine aisément que j'avais pas envie de sauter de joie. Bon, une fois que tout est résolu, on prend la route, super road trip pendant 3 semaines et la dernière semaine, nouvelle alerte, un petit voyant qui s'allume de manière récurrente à peu près tous les 10 minutes au niveau du tableau de bord qui nous dit que le FAP, le filtre à particules, est encrassé. Et dans notre cas, il n'y avait pas de perte de puissance par contre. Bon, ce truc-là, si un jour ça vous arrive, il vaut mieux essayer de le gérer au plus vite parce qu'un FAP encrassé, ça peut endommager le moteur, notamment les injecteurs. Le FAP, il filtre et il collecte toutes les particules fines en suspension dans les gaz d'échappement. Ces particules se consolident et forment une couche de suie qui sont brûlées grâce à un mécanisme de régénération. On a donc acheté en catastrophe un dimanche en station-service un produit nettoyant, c'est-à-dire un additif, qu'on a mis dans le réservoir de gasoil avant de faire un
plein complet. On a ensuite roulé entre 2000 et 3000 tours minute pendant 20 minutes pour que les gaz d'échappement passent au-dessus de 550 degrés. Dans l'idéal, il faut faire ça sur l'autoroute, mais nous on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas d'autoroute à proximité tout simplement. Suite à cette opération qui a bien fonctionné, le message a disparu, mais ça reste pour moi un point de vigilance. Et vu que je vais bientôt faire une vidange complète suite aux 3000 premiers kilomètres de ce moteur rectifié, j'en parlerai à mon garagiste. Et pour clôturer le sujet des pannes mécaniques de Manuka, étant donné que je n'ai absolument pas envie de flamber un troisième moteur, j'ai installé un petit boîtier à l'intérieur de Manuka. Ça s'appelle un afficheur tête haute qui me donne en temps réel toutes les données du calculateur, notamment la température du liquide de refroidissement. En d'autres mots, des alarmes visuelles et sonores. C'est un nouvel outil, certes un peu stressant au départ, pour un budget qui est tout à fait dérisoire par rapport au budget qu'on peut dépenser pour la réfection d'un moteur et qui est à mon niveau tellement rassurant. Ça fonctionne très bien. Du coup, je vous prévois une vidéo détaillée pour vous parler de ce petit module, installation et paramétrage. Bientôt à venir sur la chaîne. Abordons maintenant quelques petits déboires que j'ai eus durant ce road trip, mais cette fois-ci sur des équipements qui se trouvent à l'intérieur du van. Je vais commencer tout d'abord par la glacière qui m'a lâché au bout de 2 ans de bons et loyaux services. Et en période de canicule, ça peut être un peu problématique. Je m'en suis rendu compte parce que je lui demandais de me fournir 6 degrés à l'intérieur et j'en avais 18. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Elle a peut-être subi un petit souci de ventilation, faudrait peut-être que je revoie ça. En tous les cas, je vais faire une tentative de réparation. Ça a du sens pour moi, plutôt que de la jeter et d'en racheter une neuve. On l'a remplacée temporairement par une glacière de voiture qui était très énergivore, plus de 65 watts. Elle a d'ailleurs provoqué une mise en sécurité de la batterie auxiliaire à 10% de charge. Et ça, c'était la toute première fois que c'est arrivé. Ça m'a en tous les cas permis de me rendre compte que les glacières modernes à compression sont quand même plus efficaces. Pour le même résultat, elles sont moins énergivores. J'ai eu aussi un petit souci de connexion électrique sur la pompe immergée de mon évier. Un des 2 connecteurs rapides m'a lâché. Et du coup, j'ai remplacé les 2 connecteurs rapides par des Wago. Mais attention, en prenant bien soin d'étamer les fils, c'est-à-dire de déposer de l'étain dessus. Parce que les Wago, un professionnel de l'électronique me l'a encore répété, c'est pas fait pour être installé dans un véhicule à cause des vibrations. Ils sont plutôt faits, les Wago, pour être installés dans les maisons, sur des fils rigides, parce que la pince ne risque pas de bouger. Apparemment, les petits clapets qui se trouvent sur les Wago, avec les vibrations, lorsqu'ils ont mal été enclenchés, ils peuvent s'ouvrir. J'ai eu également un petit souci de décollement sur mes 2 panneaux décoratifs sur les portes arrière et il va peut-être falloir que j'envisage un autre système de fixation. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai également amélioré le système d'enroulement de mes petits rideaux thermiques à l'intérieur du van. J'ai rajouté une 3e lanière. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo détaillée complète pour vous expliquer comment j'ai fabriqué ces jolis petits rideaux thermiques intérieurs. Et enfin, j'ai installé un renfort sous mes 2 tiroirs de cuisine parce que tout le poids que je mets dedans avait tendance à les faire s'affaisser, notamment à cause de mes petits pots en verre que je mets à l'intérieur et qui, mine de rien, représentent pas mal de poids. Mais à part ça, c'est bonheur, je suis très satisfait de tous les équipements de Manuka, utilisation en conditions réelles, tip top. Je vais maintenant partager avec vous mon expérience de la recherche de spots bivouac en pleine nature. Mais là, on pourrait très bien en faire une vidéo complète, très franchement. Il y a tellement de choses à dire. Et l'expérience peut être tellement différente en fonction du nombre de personnes qui voyagent dans le van, du volume aussi, est-ce qu'on est plutôt en camping-car, en fourgon, en van aménagé. Et puis aussi, est-ce qu'on a des animaux, quel comportement on a vis-à-vis de l'environnement et des spots sur lesquels on se trouve. Il me semble vous en avoir parlé déjà à plusieurs reprises, mais je ne suis pas pour ma part utilisateur des applications type Park4Night et équivalent. Parce que je considère qu'à partir du moment où un joli spot est mis en ligne, il se passe très peu de temps, généralement ça peut être quelques jours ou quelques semaines, avant que le spot soit complètement dégradé. Papier toilette, emballage en tout genre, les canettes en métal, les bouteilles de verre et j'en passe. Je trouve pour ma part que c'est tellement plus gratifiant pour soi-même et pour la nature de trouver ces spots soi-même, sans Google Maps, sans
rien, juste à l'intuition. Et au bout d'un moment, on peut l'avoir cette intuition de ce petit chemin forestier qui va s'enquiller dans la forêt, de ce petit parking sur le bord d'un lac ou d'un étang, ou alors de cet espace à l'intérieur d'un petit village où on sent que les gens sont accueillants. Bref, est-il encore possible de trouver de jolis spots de bivouac en pleine nature en France? Je répondrai oui, mais encore faut-il s'en donner la peine. Et bien évidemment, s'éloigner des villes et des grands centres touristiques. Forêt, bord de lac ou de rivière, au milieu des vignes, dans des gorges. Et parlons maintenant un petit peu des campings. Mais attention, je parle bien de camping nature, où il n'y a pas de toboggan, pas d'animation, pas forcément de restaurant ou de choses comme ça, ni de piscine, éventuellement en bord de rivière. Parce que changer de spot tous les jours, ça peut être un petit peu drainant à la longue. Du coup, se poser une nuit ou deux dans un camping, ça permet d'installer de manière un petit peu plus durable, par exemple, tous les équipements extérieurs, tables, chaises, fil à linge, les voiles d'ombrage ou le tarp. Refaire le plein d'eau, faire la lessive à la machine ou à la main, prendre une vraie douche, profiter des éventuelles animations s'il y en a le soir, le bar, le restaurant, et accessoirement aussi d'échanger avec ses voisins sur la région dans laquelle on se trouve, sur les véhicules, bref, avoir une forme de vie sociale quoi. Et en plus de ça, le budget des campings dans lesquels on est allé était vraiment très raisonnable, entre 10 et 30 € la nuit pour deux en pleine saison. Ça va très certainement vous surprendre que je parle de ça, mais il y a aussi les aires de camping-car qu'on a été explorer comme ça de manière tout à fait fortuite, comme ça au détour d'un panneau, et on a été scotché. C'est très très surprenant parce qu'on a trouvé quelques aires de camping-car qui ont un cadre vraiment magnifique avec tous les services qui étaient parfois gratuits. Du coup, on les a utilisés à 2 reprises, calme, cadre verdoyant, grands emplacements avec purge des eaux grises et parfois même l'eau et l'électricité gratuite. Si, ça existe, c'est possible parce qu'il y a encore en France, en 2025, des municipalités qui sont camping-car friendly, qui ont compris que les camping-caristes, tous les gens qui circulent en van aménagé, en fourgon, ils consomment dans le village. Ils vont au restaurant, ils vont faire leurs courses, etc. Bref, ils participent à la vie locale et à l'économie locale. Peut-on trouver en 2025 des municipalités qui accueillent bien volontiers des camping-caristes et des véhicules aménagés? La réponse est clairement oui. Et on a très volontiers accordé une mention spéciale au département de la Dordogne qui très sincèrement nous a espantés. Je suis sûr qu'il y en a déjà parmi vous qui sont derrière leur écran en train de grogner et qui ne sont pas du tout d'accord. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est fait pour ça. Autre question pratique, comment est-ce qu'on a vécu la canicule cet été en van aménagé? Comme vous tous, on a subi de très très fortes températures avec plus de 35 degrés dans la cellule à l'arrière. Eh bien Manouka, pour ça, il a un gros avantage, c'est qu'il a un toit relevable qu'on peut mettre en mode décapotable, ce qui permet vraiment de ventiler au maximum. Et aussi accessoirement d'éviter les invasions de temps. Et apparemment la piqûre du temps, c'est pas fou. On a aussi bien évidemment essayé de favoriser au maximum le stationnement à l'ombre, ce qui n'a pas impacté la production solaire parce que l'Orion Smart, quand on fait vraiment beaucoup de kilomètres sur les road trips, il fait vraiment bien son boulot. Et le deuxième outil qui est vraiment super pratique et qui fait une réelle différence, c'est la protection thermique, ce que j'appelle le Soplair, parce que quand on est obligé de stationner en ville par exemple, ou lors d'une visite en plein soleil, parce qu'on n'a pas trouvé de place à l'ombre, ça fait vraiment une grande différence à l'intérieur de l'habitacle, ça le garde au frais.
Parmi les futures vidéos à venir sur la chaîne, il y aura donc une vidéo dédiée pour vous parler de ce deuxième joint de culasse que je viens de subir en moins de 10 mois sur le moteur 2 litres Blue HDI de chez Stellantis. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter un tel cauchemar? J'en ai parlé également tout à l'heure, une vidéo spécifique pour vous présenter l'afficheur tête haute que j'ai installé dans le van qui se branche sur la prise OBD et qui donne toutes les données en temps réel du calculateur. Je vous présenterai également comment j'ai sécurisé le van contre le vol avec 2 modifications électriques pour un budget vraiment canon, c'est-à-dire quelques dizaines d'euros. Alors ça c'est du teasing mon gars. Champion. Je vous présenterai aussi en détail la fabrication de mes petits rideaux thermiques intérieurs dans Manuka. Je suis également en train de me fabriquer un petit chariot démontable DIY pour le transport de mon bidon d'eau et je fais ça à partir d'une vieille valise et d'une paire de rollers. Mais je vous présenterai aussi un porte-vélo basculant que j'ai trouvé qui fonctionne bien avec Manuka et qui me permet non seulement de transporter 2 vélos mais aussi d'ouvrir mes 2 portes battantes à l'arrière. Et il serait peut-être temps aussi à un moment donné que je fasse une vidéo van tour maintenant que le van est globalement terminé, avec aussi une vidéo très importante qui sera la vidéo bilan de l'aménagement pour vous dire ce que j'ai bien fait, je pense avoir bien fait, mais aussi les choses que j'aurais fait différemment ou que j'aurais pu améliorer, avec un bilan financier aussi. À savoir aussi qu'au moment où je vais poster cette vidéo, je serai en train de participer au Van Life Fest 2025 en Aveyron et ça donnera peut-être l'occasion de certaines rencontres et de van tour notamment. Et puis je vous en ai déjà parlé, il y aura aussi la vidéo de Jeff qui a installé un tracker solaire dans son jardin grand format qui lui permet de se mettre en route vers l'autonomie électrique pour les besoins de sa maison. Et enfin, il me reste à vous dire un immense merci pour ce cap des 7000 abonnés qui vient d'être passé récemment sur la chaîne. Vous postez régulièrement de nombreux messages de soutien pour les interviews, pour les van tours, pour les rencontres. Merci beaucoup, franchement, ça fait très très chaud au cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de contenu vous aimeriez voir pour la suite. Je vais terminer cette vidéo en vous redisant qu'on n'a pas besoin de quitter les limites de l'Hexagone pour faire de magnifiques découvertes. On a traversé 15 départements cet été, de la Gironde à la Côte d'Or, en passant par le Gard, une sorte de L inversée, sans programme, au jour le jour, et en essayant de voir sur le chemin aussi les amis, la famille, sans réseau, en complète déconnexion, juste profiter du temps présent. Ça, franchement, ça fait du bien, juste regarder comme ça le soleil qui descend. Des châteaux, des villages tout en pierre, des routes de campagne, des tiers-lieux, des rivières, des randonnées, sans oublier la gastronomie. Et mon coup de cœur de cet été, ça va très certainement vous surprendre parce que j'avais jamais visité cette ville, c'est Dijon, la capitale des Ducs de Bourgogne. En bon touriste qui se respecte, nous avons suivi le circuit de la Chouette pendant près de 5 heures. C'est incroyable, le centre historique est immense. Une petite placette en appelle une autre. Franchement, je vous recommande la visite de Dijon. Il est maintenant temps pour moi de clôturer cette vidéo, alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures vidéos. Et puis pour les autres, le petit commentaire, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est bon pour le référencement de la chaîne. Et puis il me reste à vous souhaiter tout de bon, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Talk soon! Avec un toit revelable, le toit revelable, ça c'est un nouveau concept, le toit revelable, le toit revelable, mais ça va cartonner. En France, ça va être un truc de dingue, le toit revelable. Je vais bientôt me transformer en moine bouddhiste, en moine. Ça n'existe pas, un moine mouniste. Non, zozo, t'articules, c'est la 5e fois. Je sais pas si vous entendez là. Il y en a une qui n'est pas contente. Hein. Je sais pas, c'est un petit peu inquiétant. Moi, je parle pas vache couramment, mais s'il y en a qui connaissent, qu'est-ce que ça veut dire en langage vache? Mais ça reste pour moi un point de vigilance. Oh là là, c'est pas facile.
Si vous aimez bien le contenu de ces vidéos, abonnez-vous parce que c'est bien, c'est très bon, c'est bon. Et accessoirement aussi d'échanger avec ses voisins, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, la petite floche. Je vous présenterai aussi en détail la fabrication de mes petits quoi pour vous éviter un jour qu'une telle mésaventure, plus simplement. Et pour clôturer le sujet avec tous ces soucis méthane, c'est lié au méthane. Moi, c'est des soucis mécaniques. Vas-y, mon gars.